Donc j'ai le plaisir d'introduire Sylvain Missonnier et donc Nathalie Bouage. Nathalie Bouage est gastropédiatre, s'est frottée à la psychopathologie, à la psychanalyse, et elle fait partie de ces pédiatres qui, tout en connaissant bien le corps, se sont éveillés et se sont enthousiasmés pour la dimension énigmatique et mystérieuse du lien entre le psychisme et le corps. Sylvain Missonnier, ai-je à peine besoin de vous le présenter, est donc psychologue et travaille depuis de longues années dans le domaine de la toute petite enfance et s'est même, je dirais, sensibilisé au psychisme des fœtus. Et dans les profondes régressions dans lesquelles nous emmène Sylvain Missonnier, parfois il nous entraîne dans le stade fœtal. Donc nous allons les écouter sur une pathologie qui reste intéressante, le reflux gastro-œsophagien. Est-ce un trouble de l'oralité à l'aube de la vie? Point d'interrogation. Je vous passe la parole. Merci Daniel. Bonjour à toutes et à tous. Remercier d'abord et surtout Ludovic Giquel, Florence Raffenot, l'amie des bébés, et Lucie Chauvet et toute l'équipe d'organisation pour leur invitation. Dire avec regret que Bernard Goltz n'est pas là, il a un souci familial pas simple et il m'a transmis un texte, mais c'est vrai que je crains que ça ne soit très propice à sa lecture. Nous sommes ravis que Daniel soit là et au pied levé ait accepté de le remplacer. Alors tout de suite, pour être dans la vivante polémique, te dire, Daniel, que nous allons parler de la filière orale, c'est sûr. Mais j'aimerais vous dire en préambule, sans embâge, que personnellement, je crois en la transmodalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, un bébé, il a à sa disposition une multitude d'outils dans sa caisse à outils. Il a, comme Freud l'a bien dit, l'oralité. Il a, comme Bowlby l'a bien dit, le contact. Il a, comme l'a bien dit Daniel Marcelli, le regard. Mais, de mon point de vue, je me méfie de tout monothéisme, de toute tentation monothéiste qui consiste à mettre les œufs dans un seul panier, parce que je crois que tous ces fils font partie d'une tresse complexe et que sans transmodalité, on est loin de ce qu'il en est de la complexité. Donc, le paquet sur l'oralité, mais sans jamais, 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 au grand jamais, se déprendre des autres fils de la tresse dont nous ne parlons pas, mais qui sont là en filigrane. Bonjour, alors c'est à moi de remercier tout le monde pour cette invitation. Ce qu'on va vous proposer, c'est de porter un double ou triple regard sur le bébé que je vois en consultation précoce pour un reflux gastro-œsophagien. On va le faire bénéficier de la collaboration entre un pédiatre et un psychanalyste et on va vous expliquer ce qui de plus en plus nous fait considérer cette pathologie, ce symptôme, comme un trouble de l'oralité stricto sensu, vraiment se développant à l'aube de la vie. Alors pour commencer, je vais vous raconter une situation clinique, une situation qui est tout à fait commune pour moi. C'est une consultation de gastropédiatrie précoce et c'est pour vous mettre dans l'ambiance de cette scène de théâtre du corps. Alors on va parler d'Aurel. Rassurez-vous, c'est une tragédie qui se finit bien, donc c'est pas une tragédie. Alors il m'est adressé à l'âge de 2 mois et 3 semaines par son pédiatre. La mère est en pleurs au téléphone. Parce qu'il refuse tout biberon depuis 24 heures, il n'a rien bu, dit-elle. Je donne bien sûr un rendez-vous en urgence. La maman est très angoissée, elle a les yeux brillants. Elle me dit qu'il a des problèmes alimentaires depuis la naissance. Mais là, ça ne va plus du tout. Vous êtes notre dernier recours. Elle me raconte rapidement une naissance normale. Elle a fait un allaitement maternel, mais il a fait un malaise vagal à la maternité. Il savait téter, mais avait de gros reflux, grosse régurgitation. Je sens une angoisse vitale majeure. Donc on le passe au lait épaissi, blédilet, me dit-elle. Il a des gros reflux par le nez. Il se tortille, il pleure, il s'arrête à 30 millilitres de biberon. Il a des gaz, il a des selles d'émission difficiles. Donc, le pédiatre suspecte une allergie aux protéines du lait de vache, lui donne du nutramigène épaissi, du motilium, du débrida, du mopral, de l'ultralvure. Donc, tout le panel. Le bébé va un peu mieux pendant 2 jours, puis régurgite à nouveau, puis les pleurs repartent. Il tourne la tête à la vue du biberon.
Comme on dit, il n'a même pas goûté, il tourne la tête. C'est un calvaire de lui donner à manger, me dit la mère. Et elle me décrit de plus des mouvements saccadés, comme des salves d'hypertonie des membres, comme une crainte neurologique. C'est un bébé très réactif, il a des crises de pleurs à l'emporte-pièce. Alors, je lui trouve une trophicité normale, mais il est génial, il est grognon, il est toujours en réflexe de Moreau, il n'a pas ou peu de contact avec moi, il est fuyant, je le trouve inquiétant. La maman, elle a des gestes un peu automatiques, sans le regarder, elle semble très énervée. Bon, je n'en fais pas trop dans le genre hyper compétente avec le bébé. J'explique les coliques, le reflux gastro-œsophagien qui ne devrait pas être douloureux sous Mopral, le refus inexpliqué des biberons. Et pour de multiples raisons, le malaise vagal, la suspicion d'allergie aux protéines du lait de vache, la non-amélioration sous traitement et les hésitations que je sens à venir, ça ne va pas s'améliorer comme ça, cette histoire. Je dis à la maman, je pense qu'il faudrait peut-être quand même faire une fibroscopie. Elle me dit, ah, c'est ce que je voulais. Et à ce moment-là, elle accepte de s'asseoir et on parle. Donc évidemment, je me dis, on n'aura pas le temps d'en discuter, mais je me dis, je me suis fait un peu avoir. Bon. Elle me raconte alors que la grossesse a été très suivie car l'aîné est décédé in utero. Le numéro 2, à 3 ans, il est né déclenché à 8 mois de terme. Pour Aurel, on a parlé d'un fémur au 5e percentile durant toute la grossesse, ce qui a beaucoup inquiété la mère. Finalement, il est né à 8 mois et demi, avec une taille strictement normale, 49 cm, un poids de 3 kg. Cette maman est petite. J'exprime avec une certaine empathie, et je hasarde, que cette angoisse compréhensible peut participer aux difficultés digestives d'Aurel. En fait, je la trouve complètement déprimée. Elle me dit « Ah, vous voulez dire que tout ça est de ma faute? Alors là, ça me déprime. » Elle m'explique qu'elle n'a pas le temps de voir beaucoup Aurel, qu'elle l'a confié à une nourrice qui le traite de nerveux et qui ne s'entend pas avec lui. Qu'elle-même a repris son travail à J15 parce qu'elle a une profession libérale. Et le week-end, elle fait des travaux avec son mari parce qu'ils font le parquet de leur future maison et elle est perfectionniste. Elle veut que ce soit parfait. Donc elle travaille tout le week-end avec son mari. Je sens une hyperactivité antidépressive. Je montre un léger étonnement sur le coup du parquet. Elle me dit qu'elle tient comme ça et que chez elle, on ne s'écoute pas. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle n'écoute pas beaucoup son bébé. Je donne des conseils à la maman, des fibres, des petits suisses au bébé, encore un antiacide, et je programme une fibroscopie dans 4 jours. 4 jours plus tard, le bébé vient avec son père seul. Le père est dans un déni total. Il va très bien, me dit-il, c'est ma femme. Mais j'apprendrai par la suite par madame que le père déteste les médecins, ce que j'ai tout de suite à peu près senti, parce qu'il a perdu lui-même un petit frère à l'âge de 2 ans et demi à cause d'une erreur médicale. La fibroscopie se passe très bien, il y a une petite congestion du bas œsophage, c'est un peu rouge. Bon, voilà. Et je vais revoir Aurel 2 fois. Je le revois 3 semaines plus tard, à 3 mois et demi, il va un peu mieux, mais il est encore très grognon, il boit bien, il prend du poids, il ne régurgite pas. La mère va mal. Elle est franchement épuisée. Elle me dit oui, ça va un peu mieux, qu'elle a suivi mes conseils, enfin bon, voilà, comme une gamine, quoi. Un peu, voilà. Il dort 5 ou 6 heures par nuit, mais il demande trop les bras. Et il dort peu le jour. Elle me dit que c'est un enfant difficile. Elle est un peu moins active, elle a laissé le parquet à son mari. Alors maintenant que les troubles digestifs sont au second plan, je parle d'aide psy, compte tenu de... etc. Elle me dit « Ah, surtout pas !» Surtout pas parce que le frère aîné de 3 ans est déjà suivi en psy parce qu'on trouve qu'il est caractériel. Et, me dit-elle, ils ont même eu droit à la thérapie familiale. Elle-même, me dit-elle, a été suivie vers 17 ans parce qu'elle avait des problèmes avec sa mère. Et elle avait du mal avec l'alimentation. Bon. Je dis, en tout cas, il est en excellente santé. Et je crois que c'est la seule phrase qui rencontre quelque chose de positif et quelque chose d'une émotion chez cette maman. 3e consulte. Aurel, 4 mois et 8 jours, il va très bien, il est très souriant, il est très interactif avec moi. Il a trouvé une gentille nourrice, c'est-à-dire que la mère a changé de nourrice. Il n'y a eu aucun changement de traitement, il boit de tout, il mange de tout, tout lait de vache, etc., avec plaisir et même avec une certaine avidité. La diversification est en cours. Il a toujours des régurgitations, mais totalement indolores. Il a toujours un réveil à 1h et à 6h du matin pour un biberon, ce dont la maman lui en veut encore quand même pas mal.
Il pleure beaucoup après les repas, puis il se rendort. L'examen est normal. Je parle des rythmes de jeu, de sommeil, de faim, de satiété, et je propose de les revoir. Elle est beaucoup plus détendue dans la salle d'attente. Et je l'entends parler avec une autre maman qui, elles ne le savent pas, c'est une autre maman qui a aussi perdu un bébé lors d'une grossesse antérieure. Et je l'entends qui lui dit, quand même, elle s'occupe vraiment bien de nous. Donc ici, des troubles fonctionnels multiples, un malaise inaugural, des régurgitations, un reflux gastro-œsophagien, des pleurs, un refus des repas, des coliques, des pleurs malgré les antiacides, des troubles d'accordage, une dépression maternelle, une souffrance interactive et dépressive du bébé, et puis aussi une colère, une rage entre la mère et le bébé. Et je dis bien entre les deux, car je pense qu'Aurel n'était pas en reste. Alors le reflux gastro-œsophagien, je vais vous donner quelques notions pédiatriques pour voir un peu de quoi on parle. C'est une maladie récente, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, les bébés crachouillaient et avaient un bavoir. Ensuite, ça a pris la place qu'avaient les coliques du nourrisson, qui ont été bien dédramatisées et bien analysées sur le plan psychosomatique par Kressler, Soulet et Fin. Et puis, en 98, on avait fait une enquête dans les Yvelines. Il y avait 30% des nourrissons dans les crèches qui avaient au moins une mesure anti-reflux. Et cette pathologie qui fait peur, on va en reparler, a donné lieu à des traitements très coercitifs et des examens très invasifs. Alors, on pourrait espérer, avec la réflexion de certains professionnels, qu'on est un petit peu actuellement entre la surmédicalisation et la dédramatisation, en train d'essayer de faire le même travail qui avait été fait pour les coliques. Alors en bref, la définition, c'est que c'est la remontée anormalement fréquente du contenu gastrique acide dans l'œsophage en dehors d'efforts de vomissement. Vous savez peut-être qu'on a tous un reflux physiologique, on a droit un peu, les bébés aussi, et qu'il y a un reflux pathologique, bien sûr, qui fait mal, qui peut être source de complications ou non, mais que chez le bébé, c'est une pathologie le plus souvent transitoire et maturative. Alors, s'il y a eu une escalade sur les traitements et les investigations, c'est probablement en raison de la peur des complications du reflux. Il y en a beaucoup qui sont alléguées, qui sont fausses, mais en tout cas, il y a eu ce qui a été assez dramatique, orchestré par les médias et par les médecins, un amalgame entre reflux gastro-œsophagien, malaise grave et mort subite inexpliquée du nourrisson, qui traîne encore dans toutes les têtes, et en particulier les têtes des parents, alors qu'on sait maintenant, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, que c'est absolument pas le reflux gastro-œsophagien qui est à l'origine de la mort subite inexpliquée du nourrisson. En tout cas, on peut attribuer à un reflux gastro-œsophagien toutes sortes de choses, des troubles du sommeil, des troubles du caractère. Les gens viennent me dire, il a mauvais caractère, il est grognon, donc il doit avoir un reflux. La physiopathologie du reflux gastro-œsophagien, je vais être rapide, il s'agit d'un muscle lisse, indépendant de notre volonté, c'est le sphincter inférieur de l'œsophage, c'est la petite zone hachurée que je vous ai dessinée en bas de l'œsophage et en haut de l'estomac. Ça n'est pas du tout un clapet comme on dit, c'est un sphincter qui n'est pas encore mature et donc qui s'ouvre de façon inopinée. Et donc le contenu acide remonte, ça fait mal, ça brûle et ça peut donner une œsophagite. Il y a un autre facteur qui nous intéresse pour notre propos, c'est que les bébés qui refluent, mais ça c'est comme les adultes, vous allez réfléchir à quand vous êtes stressé, les bébés qui refluent, ils ont une mauvaise réceptivité gastrique, c'est-à-dire que l'estomac ne se distend pas pendant le repas, et ce qui fait que ça remonte parce que l'estomac ne se laisse pas remplir par le bol alimentaire. Alors, ce qui est intéressant pour notre propos d'aujourd'hui, c'est qu'on observe, et tous les pédiatres le disent, une évolution des symptômes qu'on nous amène en nous disant « c'est sûrement un reflux gastro-œsophagien, faites quelque chose, docteur, faites des examens, trouvez ce qui se passe ». Au départ, c'était des régurgitations douloureuses et tardives. Maintenant, les pleurs inexpliquées, il se réveille la nuit, donc il doit avoir un reflux, et le refus du repas, c'est-à-dire il ne veut plus manger, donc il a un reflux. Un reflux. Alors, rapidement, pour décrypter ce symptôme et nous orienter un petit peu de la physiologie du sphincter pour aller un petit peu plus vers les interactions et les fantasmes, vous imaginez que c'est un symptôme polysémique. Bon, d'abord, c'est un trouble fonctionnel digestif du bébé, c'est-à-dire que c'est le muscle lisse qui peut varier en fonction du contexte neuro-hormonal du stress. On a dans notre tube digestif exactement les mêmes neuropeptides que dans notre système nerveux central. Donc, en fonction du contexte, le bébé ou l'adulte va plus ou moins refluer. Il peut guérir sans aucune explication à l'emporte-pièce.
il peut résister aux traitements médicaux les plus sophistiqués, et donc il y a une certaine incohérence médicale de ce symptôme fonctionnel. C'est un symptôme psychosomatique. Bon, alors ça, chez le bébé, c'est au sens le plus trivial du terme, c'est-à-dire que le bébé, infant, s'exprime avec son corps, et que pour les parents, c'est bien difficile, lorsque cet enfant hurle, par exemple orel, de différencier une douleur d'œsophagite, même s'il se jette en arrière, d'un cri de refus, c'est-à-dire d'un cri « je ne veux pas de mon biberon ». Voilà. Ensuite, c'est un trouble qui a une forte composante rotationnelle, interactive, et c'est un peu là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Alors, on va parler entre le bébé et ses parents d'une spirale interactive négative somatopsychique. Je m'explique. Le bébé a une expression très bruyante, ça je pense vous l'avoir montré avec Aurel. Il perd ou il n'acquiert pas ses rythmes biologiques digestifs, il n'acquiert pas la réceptivité, l'alternance faim-satiété. Il n'a pas de plaisir de la succion, de l'ingestion, de la satiété. Et puis il arrive au refus alimentaire, au blocage de l'interaction. J'ai oublié de vous parler de l'échange de regards entre Aurel et sa mère. C'était quelque chose, des revolvers. Donc on pourrait dire qu'il y a un cercle vicieux de tension, si vous suivez bien votre estomac, reflux, douleur, refus. Du côté des parents, vous avez compris qu'il y a un drame relationnel, il y a des angoisses vitales, un découragement. Le symptôme est redouté. Une mère me dit c'est insupportable d'avoir un bébé qui a un reflux. La hantise de la répétition dans la fratrie. L'échec du maternage, bien sûr, ce bébé est décevant, il vous met en cause, il est accusateur. Et souvent, l'ambivalence est à vif quand je les reçois en consultation avec de la colère, de la rage. Il y a l'angoisse des complications, la suffocation, la mort subite. Et donc, les interactions parents-bébé et le nourrissage sont complètement parasitées. La relation orale devient une souffrance partagée. Et vous avez compris que c'est le symptôme de la dyade, voire de la triade, et non pas seulement le symptôme du bébé. Alors nous avons, vous l'avez compris, tous les ingrédients pour dire que le reflux gastro-œsophagien est vraiment un trouble de l'oralité à l'aube de la vie. Et j'aime beaucoup ce passage d'Erickson où il nous dit que la zone sensorielle orale va des orifices de la tête et concerne la partie supérieure de l'appareil digestif. Je vous traduis. Pour lui, la zone sensorielle orale va de la bouche au pylore. Et moi, ça m'intéresse, ça, parce que ça veut dire que l'estomac, l'œsophage sont concernés dans notre zone sensorielle orale. Il décrit la relation orale comme une régulation mutuelle qui leur permet de développer et de coordonner simultanément sa façon à lui de recevoir, réceptivité, et sa façon à elle de donner, un échange de détente des deux organismes entiers. Et là, on en était loin. Et il distingue bien dans l'oralité le plaisir de la succion, ingestion, déglutition, et le plaisir, deuxième plaisir, de la réplétion gastrique et de la satiété. Donc ces régurgitations mécaniques et réitérées pourraient pour nous être une expression psychosomatique de la détresse primaire du nouveau-né, ou bien une réaction de défense biologique, comme l'évoquait Selma Freiberg, ou bien un autocalmant, comme nous en avons parlé avec Gérard Zweig, ou bien une ébauche de symbolisation corporelle primaire. Et là, je comptais me tourner vers notre absent Bernard Gols. Du côté des soignants, c'est pas mieux. Et je vais inclure aussi les médias. Alors nous avons appris en faculté de médecine une volonté de maîtrise omnipotente. Notre médecine occidentale est très instrumentalisée, pH-métrie, fibroscopie, manométrie, et le dualisme corps-psyché, le clivage est encore beaucoup trop souvent étanche chez mes collègues. Le pédiatre n'est pas à l'abri de l'angoisse de la mort subite et aussi de l'angoisse de la mise en échec, tout simplement. Donc, tout ça a fait une alliance négative antipsychosomatique avec les parents, encore une fois orchestrée par les médias, pour une escalade thérapeutique et instrumentale. Alors maintenant, comment comprendre l'engrenage psychosomatique? Et là, c'est une réflexion à la Léon Kressler qui dit que la psychosomatique, c'est accepter et inclure des facteurs psychiques et conflictuels dans le déterminisme et le développement des maladies physiques. C'est-à-dire que là, je suis vraiment dans le développemental. Comment on en arrive là? Comment, à 3 mois, la situation qui m'arrive là, c'est ficelé, si je peux dire, donc mal ficelé.
Donc le reflux gastro-œsophagien, nous le considérons comme un trouble, c'est une évidence, de l'acquisition des rythmes biologiques. Et ces rythmes biologiques, ils s'acquièrent, c'est une évidence aussi, mais pas vraiment pour les médecins, dans l'échange et dans l'interaction. Et puis, ces rythmes physiologiques, lorsqu'ils sont satisfaisants, ils vont servir d'étayage de base d'étayage pour le plaisir. Alors, du côté de la physiologie, je vais vous la faire brève. Il y a eu beaucoup de travaux de physiologistes, pédiatres généralement, sur la motricité digestive, qui montrent que la maturation de tous ces rythmes biologiques a lieu durant le dernier trimestre de gestation et durant le premier trimestre de vie aérienne. Alors ça, c'est hyper intéressant pour les prématurés, bien sûr, mais aussi pour nos bébés de 1, 2, 3 mois. Ils sont en train d'acquérir les rythmes biologiques digestifs. C'est une succession de pacemakers. Ce qu'on dit beaucoup dans les travaux physiologiques, c'est que cette maturation est sous la dépendance du système nerveux central, ça je vous en ai parlé, et qu'elle est aussi sous la dépendance des nutriments qu'on donne, beaucoup de travaux sur le lait maternel, les peptides, les hydrolysats, etc. Et puis quand il y a un avatar, on parle d'immaturité ou d'asynchronisme. Mais en revanche, il n'y a aucun parallélisme. On étudie le système nerveux central, on étudie les nutriments, mais il n'y a aucun parallélisme avec l'aspect interactif, avec l'aspect intersubjectif de cette acquisition des rythmes. Donc vous voyez que la maturation traverse la vie fœtale, la naissance, les premiers mois de vie aérienne, mais personne ne s'est posé, du côté des physiologistes, je dis bien, ne s'est posé la question de quel est l'impact psychosomatique des dysharmonies interactives. Et nous vous parlons clairement de psychosomatique périnatale. Alors du côté des psys, je vais vous la faire brève également, mais c'est quand même pour vous dire que c'est le cadre théorique général de ma consultation de gastropédiatrie. Ce qu'on constate, c'est que tous les auteurs, enfin de nombreux auteurs, insistent sur l'importance des rythmes et de la libidinalisation des fonctions biologiques du bébé par la fonction maternelle, c'est-à-dire qu'elle agit avec ses rythmes et avec son inconscient et sa pulsion de vie. Alors Winnicott, vous connaissez, le holding, le handling, la continuité d'être. Pierre Marty, qui décrit la hiérarchisation des fonctions biologiques du bébé en fonction des rythmes de la fonction maternelle par une alternance d'automation-programmation. Il étend ça déjà à la vie fœtale, à la vie prénatale. Bon, Rosine Debray, vous connaissez, une économie psychosomatique commune, une communication d'inconscient-inconscient avec le bébé. Et puis Christophe Dejour, auquel je suis personnellement très attachée, qui décrit progressivement la subversion libidinale des fonctions biologiques du bébé par la mère. Et ça veut dire que chaque fonction va acquérir une valence libidinale. Donc nous parlons d'épigénèse interactive. Et ça va être quelque chose qui est au travail, si je puis dire, dans la consultation de gastropédiatrie. Donc la maturation des rythmes biologiques est interactive pré- et postnatale. Et par voie de contenance de rythme maternel interactif, il y aurait un étayage à l'envers des rythmes physiologiques du bébé sur la physiologie et sur la libido maternelle et transmission de la pulsion de vie de la mère au bébé. Et dans les situations à risque périnatal, vous me voyez venir, cette maturation est mise en péril. On observe une dysrythmie interactive, des difficultés d'intégration psychosomatique du bébé, et des parents souvent, et une défaillance de la pulsion de vie maternelle, dont le RGO pourrait être un mode d'expression. Là, je passe sur les situations à risque périnatal pour dire que la dépression maternelle est toujours en première ligne. Et pour terminer et passer la parole à Sylvain Missonnier, je dirais que le reflux gastro-œsophagien, nous l'envisageons comme un trouble de l'oralité qui serait une maladie du rythme, de l'interaction et de la contenance. Bon, ok. Sur cette base-là, moi je vais revenir sur le rythme et sur la contenance. Alors le rythme, dire ça en présence de Daniel n'a pas grand sens, mais c'est vrai que malheureusement, la sémiologie et la psychopathologie du rythme n'a pas la place qu'elle mérite au quotidien de nos soins. Donc je vais en repasser très nettement une couche de militance à ce niveau-là. Et puis, dans la filière kleinienne, c'est plus attendu, mais c'est intéressant de le déployer pour le cas particulier du RGO. Je reviendrai sur la contenance. Alors, ce que je trouve de plus éclairant pour comprendre le rythme, c'est
les étymologies grecques et latines. Alors du côté du rhythmos, eh bien c'est ce qui coule, c'est le flux de la rivière, c'est ce qui est modifiable. Et du côté du latin, du rhythmus, eh bien on a la cadence, les rives de la rivière. Et je pense qu'on est bien là au cœur du rythme et de la dialectique entre le contenu et le contenant, entre les rives et le flux, et entre le rhythmos et le rhythmus, et entre le rythme et la contenance. Alors, sous le règne de l'intersubjectivité primaire à la Trévartaine, c'est vraiment notre dada, notre fil rouge, hein, qui effectivement amène à des révisions, et notamment de l'étayage freudien, on va y venir. On peut tout à fait pointer des rythmes premiers, maternels et environnementaux. Nathalie a beaucoup parlé de la mère, mais à chaque fois, il y a en note de bas de page le père et tous les caregivers, hein, c'est important de le dire. Donc les rythmes sonores, cardiaques, digestifs maternels, mais aussi la voix paternelle, toute la bande-son environnementale, les rythmes moteurs maternels, la tonicité de la paroi utérine, les touchés aptonomiques, qu'ils soient officieux ou officiels, parentaux. Bon, du côté de l'embryon, du fœtus, eh bien, il présente, on le sait, une attirance pour les événements sonores rythmés externes. Suzanne Maiello, l'objet sonore, préambule de l'apprentissage et de l'intégration de la présence-absence de la voix maternelle par un réseau de résonance tout à fait interne. Bon. On peut aussi évoquer les rythmes des mouvements, des contacts avec la paroi unée. Et Maya Gracier a mis en exergue les compétences musicales des fœtus, une discrimination du tempo et des mélodies, du flux verbal de l'adulte. Le bébé à la naissance, les travaux de Mahler l'avaient bien montré avant elle, le bébé à la naissance est déjà très structuré en ce qui concerne la langue qui est parlée autour de lui. Zoomons sur la succion prénatale et ayons une pensée émue pour Jean-Pierre Le Canuet, vraiment décédé trop désespérément précocement. Il nous a décrit une succion prénatale extrêmement rythmique, avec des rafales et des pauses de succion et de mâchonnement dès la 7e semaine, de la succion déglutition dès 16 semaines et des succions provoquées au contact de main-bouche. Bref, le fœtus avale, nez-bouche, le liquide amniotique qui va dans le pharynx puis dans l'œsophage et en rejette une partie par la bouche. Et tout cela donne un éclairage très singulier à Spitz qui, à sa façon, a parlé de la cavité primitive qui est bien l'oropharynx dans son entier, comme Erickson, un peu avant. Et on comprend bien, pour Spitz, combien est-ce que, à la naissance, une des premières difficultés du bébé, c'est cette sécheresse aérienne par rapport à ce qu'il en était de son milieu liquidien. On en parlait souvent avec Soulet au restaurant en recommandant une nouvelle tournée. Alors, la théorie de l'étayage revisitée. Redistribution périnatale de la théorie freudienne de l'étayage. On va parler, si vous en êtes d'accord, d'un double étayage. Prénatal, le fœtus est dans un apprentissage de la succion déglutition, et puis postnatal, lien affectif, s'étaye notamment, on ne met pas les œufs dans le même panier, sur la fonction alimentaire qui elle-même s'étaye sur la succion prénatale. Donc, si vous en êtes d'accord, en restant encore freudien quelques secondes, le sexuel s'étaye doublement sur la succion prénatale et postnatale. Ça, c'est si Freud avait pu lire Jean-Pierre Le Canuet. Mais dans le droit fil de ta critique fort pertinente de hier matin, je dirais plutôt en 2014, dans une vision intersubjectiviste primaire, l'orientation épigénétique fétale vers l'autre virtuel, c'est une belle expression de Sten-Braten qui a tant inspiré Stern et Trévartaine, eh bien, dans une vision intersubjectiviste primaire, le fœtus s'oriente vers l'autre virtuel à partir de ce double étayage prénatal et postnatal. Donc vous l'avez compris, les rythmes, c'est une armature psychologique, c'est présent dans la proto-conversation avec la mère, les qualités princeps sont les mêmes chez un joueur, un bon joueur de bœuf, de jazz, et chez un bon parent, un bon caregiver, c'est la stabilité et l'élasticité. Et Daniel a superbement ramassé la mise récemment avec ses macro-rythmes et ses micro-rythmes. Les macro-rythmes, pour mémoire, des rythmes organisateurs des rituels de soins, c'est la rive, me semble-t-il. Les micro-rythmes, des rythmes des interactions, un flux de la rivière, où on le sait bien, avec une mer vivante, il y a de la surprise, il y a de l'aléatoire,
sur fond d'une confiance dans les rives. Les macro-rythmes sont la base continue des micro-rythmes, peut-être. Bon, alors, maintenant, on va du côté de la contenance rapidement, parce que là, je pense que vous connaissez la musique. Je suis frappé dans le fait que le terme de contenance est un des termes les plus récurrents dans les réunions de synthèse d'un certain nombre d'entre nous. À tel point d'ailleurs que c'est en train de piquer la place à la transitionnalité et que je me demande s'il n'y a pas un excès, c'est-à-dire que tout est contenance et ça devient un peu une sorte de joker conceptuel. Bon, donc ça demande pas mal de rigueur. Allons-y pour les quelques rappels. Alors, devenir parent, donc, c'est se retrouver confronté à l'empreinte générationnel, individuel, conjugal, bon, ça vous le savez. Devenir parent, c'est passer de contenu à contenant, hein, et on sait combien est-ce que la transparence psychique est forte, et on sait, dans la filière de nos amis suisses Kramer et Palacio, combien est-ce que le feu d'artifice des identifications projectives va, ils disaient en postnatal, nous disons nous en pré et en postnatal bien sûr, va flamber, et pour le meilleur et pour le pire, va bâtir le nid du bébé. C'est-à-dire que les identifications projectives des parents, ce sont les brindilles du nid du bébé. Alors, il n'y a pas que des identifications projectives dans la filière postcrânienne qui sont mauvaises. Il y en a qui sont aliénantes, mais il y en a aussi qui sont structurantes. Le bébé, de son côté récepteur, s'il bénéficie d'un environnement suffisamment bon, ses compétences interactives virtuelles vont pouvoir se déployer et il va s'inscrire, grâce à un processus, dira la psychanalyse, d'incorporation, introjection, identification, il va pouvoir s'inscrire dans cette filiation. Donc maintenant, revenons à l'échange nourricier. Ce rappel basique fait, bon, bah, la mère nourricière, le donneur du soin, il donne du lait lien. On adore le dire en anglais, c'est milk bond. Milk bond. Bon. Donc le lait lien, c'est une expression qui vient bien dire la consubstantialité entre le liquide concret et le lien. Et, dira M. Lapalisse, la qualité de la contenance transmise, comportementale, émotionnelle, fantasmatique dans ce lien, eh bien, sera déterminante. L'empathie qui encadre ce message nourricier aussi, donc le lien est le vecteur des identifications projectives. Du côté du récepteur, eh bien, évidemment, il va être dans une incorporation biopsychique de ce lien, et selon le goût des identifications projectives, mais aussi du holding et du handling, il en fera ce qui sera l'objet, dans le meilleur des cas, d'une anthropologisation où, soyons clairs, il va garder dedans ce qui vient de dehors, mais il va le garder dedans. Donc vous commencez maintenant à comprendre l'ambiance tragique de mettre dehors ce qui est censé rester dedans. Alors, défaut de contenance dans l'environnement de la diade mère-bébé, dans la triade, défaut de contenance conjugale, défaut de contenance familiale, générationnelle, etc., culturelle, tu vas parler des médias. En tout cas, nous, plus on avance, plus on est sûr d'une chose, mais c'est l'unité de temps, de lieu et d'action dans toute tragédie, c'est qu'il y a une stéréophonie incroyable entre ce qui se passe, c'est pas un scoop, entre la tête des soignants et la tête des soignés. Et que la peur de la mort subite, la peur de la mort en général, et l'attaque de ce lien si fondamental que nous avons avec le manger ensemble, eh bien, est redoutable. Et ça concerne les soignés et les soignants. Et la surmédicalisation, elle mobilise vraiment les mécanismes de défense, très souvent, et des uns et des autres. Bon. Quelles sont nos hypothèses psychopathologiques ? Ce sont des généralités, elles méritent et elles doivent être déclinées en casuistique, en sur-mesure, en petite dentelle pour chaque cas particulier. Mais on se risque quand même, pour s'entendre et pour pouvoir discuter, à des généralités. Côté parents, donc nous vous proposons l'idée que le reflux gastro-œsophagien est, a fortiori, s'il se pérennise et qui commence à devenir insistant, eh bien, la signature d'un conflit de parentalité, on pense à l'auberge espagnole des dépressions postnatales de 10 à 15%, moi, nous préférons parler d'identification projective pathologique, et c'est là que toute la stratification proposée par nos amis suisses est intéressante, parce que dans nos consultations, nous n'arrêtons pas de dire comment tu les imagines, les identifications pathologiques de la mère, du père ou de la nounou. Du côté du récepteur, et vous savez qu'à chaque fois la chorégraphie, elle est spiralée. Hein. On sépare pour la compréhension, mais c'est une chorégraphie spiralée. Bon. Rejet du lien en piétant au vide. Fonction oméga à la Diana Williams, qui a une formule formidable pour notre histoire de reflux gastro-œsophagien, puisqu'elle décrit chez les anorexiques la fonction oméga qui consiste à
rejeter à l'extérieur, justement, ce qui est censé rester dedans. Alors, elle le fait pour des anorexiques, mais pour nous, pour les bébés, ça colle impeccable. C'est le contraire de la fonction alpha. Quand le reflux nous donne l'impression vraiment de se pérenniser, il nous arrive de parler d'un syndrome dépressif primaire psychosomatique. Sur le plan neurophysiologique, nous observons soit des hypotonies, soit des relaxations asynchrones, soit des hypertonies acalasie du sphincter inférieur œsophagien, mais c'est intéressant de voir que ce sphincter-là traduit à sa façon aussi les dysrythmies, et qu'il a plusieurs cordes à son arc, plusieurs registres. On va parler de désinvestissement, de regard évitant, de carapace hypertonique, ça, avec le reflux, il y aurait beaucoup à dire. On va parler, et ça commence à sentir mauvais quand on dit ça avec la pathologie des bébés, on va parler de menaces d'éloignement de cet ascenseur libidinal qu'est l'auto-érotisme au profit de l'autocalmant à la sphèque. Alors je reprends la parole pour dire ce que cette vision du reflux gastro-œsophagien modifie pour le pédiatre, enfin pour les soignants du corps d'une façon générale, et ce que j'oserais appeler une consultation psychosomatique. C'est-à-dire que ce qui est clair, c'est que je n'accueille pas une maladie stricto sensu, un reflux gastro-œsophagien, ni même un bébé qui a un reflux gastro-œsophagien. J'accueille une famille qui est en difficulté d'accession à la parentalité et qui est en difficulté à trouver le plaisir dans l'échange oral. Et ça modifie évidemment complètement déjà l'accueil. C'est-à-dire que je vais avoir une attention particulière au rythme, sans même que ce soit délibéré, ça fait partie de la façon d'être, d'accueillir. Je vais avoir une empathie physique, mais également psychique pour le bébé et pour les parents, une empathie primaire et secondaire. Je vais observer les interactions comportementales et fantasmatiques, je vous en ai parlé, la colère, la rage, l'ambivalence. Je vais être très attentive à la dépression maternelle et paternelle. Et à chaque fois que je dis ça, je pense à un père qui était au bord de la maltraitance, qui m'a dit, il pleure toute la nuit, faites quelque chose parce que moi je vais le tabasser. Et parallèlement au travail pédiatrique, j'insiste sur le fait que je dois faire mon travail précisément. C'est vraiment la base de l'alliance avec les parents. S'ils ont l'impression que je commence à symboliser avant d'avoir fait mon travail, ils vont aller voir ailleurs. Donc parallèlement au travail pédiatrique, je vais faire une ouverture au versant psychique et relationnel de façon assez prudente, avec une anamnèse associative, une mise en perspective et en histoire du symptôme. Et en fait, les moyens thérapeutiques, c'est avant tout de donner aux parents une représentation du corps, du fonctionnement physiologique du bébé et de son trouble. Et c'est pour ça que je vous ai montré mon espèce de schéma. En fait, je leur fais des schémas avec un crayon. Je nomme avec eux les angoisses, y compris les angoisses vitales. J'explique l'intrication psychosomatique. Je tente un travail de narrativité. Et ça, c'est pas possible avec toutes les familles qui sont parfois extrêmement réticentes à une mise en mots qui les culpabilise énormément. Dans tous les cas, en tout cas, j'offre une contenance et dans ces consultations, une expérience d'accordage rythmique et de partage interactif et émotionnel. Je tente de dénouer la souffrance interactive, de légitimer les difficultés parentales, ce qui va permettre l'émergence de leurs compétences, et de réanimer quelque chose de la pulsion de vie maternelle et du plaisir de l'échange oral. Alors, ce sont des situations originaires qui sont propices à la collaboration indirecte avec le psychanalyste, car l'envoi est difficile dans ces situations, doit être négocié. Cependant, il est de ma responsabilité de négocier cet envoi lorsque la situation est très figée, lorsque la co-construction narrative est impossible, et lorsque le bébé a déjà des signes de souffrance qui se pérennisent ou qui se majorent au fil de mes consultations, ou lorsque la dépression maternelle ou parentale prend une place inquiétante, et aussi lorsque le fonctionnement maternel est borderline ou porteur de peur sur l'évolution. Ça y est, ils sont là chez vous, vous êtes psychologue, vous êtes psychiatre, vous êtes psychanalyste, elle les a envoyés, ils sont là. Quelle que soit la sévérité qui motive cette orientation, le psy, j'aime pas cette expression, j'aime bien savoir qui est psychiatre, qui est psychologue, qui est psychanalyste, mais là, bon, il fallait que ça tienne dans le psy bénéficie d'emblée de l'ouverture des consultations pédiatriques vers cette vision psychosomatique, des leviers psychothérapiques de la consultation pédiatrique. J'ai écrit un article avec Nathalie sur les authentiques levier psychothérapeutique de la consultation pédiatrique. N'allez pas, amis psychothérapeutes, imaginer qu'on a le monopole de ça. Vous seriez complètement à côté de la plaque, et vous l'avez bien entendu. Mais effectivement, tous les pédiatres et tous les médecins généralistes ne sont pas comme Nathalie. Mais il y en a beaucoup qui ont plus d'une corde à leur arc à ce niveau-là.
Quand on les accueille, ils ont manifestement, enfin en tout cas ceux que tu m'envoies, et puis un certain nombre d'autres, ils ont un étayage représentationnel parental du symptôme, et il y a un pied dans la porte dans l'idée qu'il y a une corrélation, il y a un rapport plus ou moins ambigu entre le caractère relationnel, le caractère contextuel et le reflux gastro-œsophagien. Je vais vous dire, c'est déjà souvent un sacré avantage, même si vous allez tomber après sur les motifs de sévérité qui font qu'elle, son protocole n'a pas suffi et qu'elle a dû négocier un envoi parce qu'elle tombait sur un os. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, là je rappelle des choses que vous connaissez depuis belle lurette. Bon, ben on travaille parallèlement avec la consultation de pédiatrie. Elle les envoie pas. Allez, vous m'avez mis en échec, bande de scélérats, allez donc faire un tour chez le psy, prenez-vous dans les gencives, vous m'avez mis en échec et en rétorsion, je vous envoie chez le psy, vous êtes complètement fêlés. Donc elle fait pas ça, elle continue de travailler, continue de les voir, et elle me les envoie ou elle vous les envoie. Bon. La narrativité de la consultation pédiatrique chez le psy est source d'élaboration. C'est très intéressant, c'est pas un scoop ça non plus. Il y a des choses qui sont déposées dans la consultation de pédiatrie, il y a des choses qui sont déposées dans la consultation psy. Nous leur disons déontologiquement très clairement que nous causons ensemble et évidemment nous faisons nos choux gras de cette stéréophonie. Bon, et c'est vrai qu'on a tout plein d'exemples cliniques où il y a quelque chose qui a été dit chez elle qui a été prépondérant dans le cadre psy, rapporté par les parents eux-mêmes. Bon. Pour nous, les psys, après 20 ans de psychanalyse phobique du corps, il est temps de se réveiller. Je pense que le reflux gastro-œsophagien est un excellent travaux pratique pour tous les psychologues, psychiatres et psychanalystes, c'est-à-dire qu'il faut être au plus près de la concrétude du symptôme, sans se laisser scotcher par cette tragédie corporelle, et donc poursuivre notre mission de psychiste, c'est-à-dire amateur de réalité psychique, tenter la mise en sens familiale du message qui n'est pas toujours hystérique, qui n'a pas toujours la lisibilité, la fluidité du paradigme hystérique, et qui est justement bien souvent une psychosomatique que Marty a inventée pour justement bien signifier que ça serait trop simple si c'était à chaque fois hystérique avec la virtualité de la mise en sens. Pour conclure, le reflux gastro-œsophagien est un drame collectif en puissance chez les soignés et chez les soignants. Il sème un effroi, le terme est consacré, commun à tous les acteurs en présence, parents, bébés et soignants. Pourquoi? Eh bien, ça nous a réunis pendant 2 jours. Parce que chez nous, et pas seulement les Français, je m'excuse, chez nous, quand on veut marquer une date, quand on veut partager quelque chose d'important, symbolique, on mange ensemble. Alors bien sûr qu'il y a de plus en plus dans notre monde postmoderne des attitudes individuelles, mais il n'empêche qu'il y a aujourd'hui encore une bipolarité entre le manger tout seul dans sa cuisine et le manger ensemble. Bien. Et donc, attaquer ce pilier anthropologique du manger ensemble, très précocement à l'aube de la vie, évidemment, ça risque de tourner vinaigre très profondément et très, très en rapport avec le noyau même des humains et de ce que représente le vivre ensemble. Donc, en un mot, comme on sent, médecins généralistes, pédiatres, psychiatres et psychologues, je vous invite à être tous ensemble, c'est le pays, non? Acteurs majeurs de prévention primaire et secondaire, afin d'éviter une surenchère dans l'expression somatique orale du trouble du rythme et de la contenance. Merci de votre attention. Merci au docteur Boage et au docteur Missonnier. Je ne sais pas si mon intervention sera juste et légitime, comme le dit une femme politique de notre région, et je ne sais pas si j'ai la légitimité à remplacer Bernard Gols, mais je vais m'y risquer. Bien sûr, je félicite les 2 orateurs pour à la fois l'intérêt de leur clinique, l'intérêt de la clinique qu'ils nous présentent et l'intérêt de la complémentarité dans laquelle ils travaillent, qui est un exemple tout à fait remarquable. À partir de ce qu'ils viennent nous amener, et peut-être également à la lumière de l'exposé qui a précédé, je voudrais effectivement
faire quelques remarques et vous donner quelques impressions qui sont des impressions que je dirais instantanées et extemporanées dans la mesure où je ne savais absolument pas ce que vous alliez dire. La première remarque que je voudrais faire, c'est que, en passant, Madame Boage a dit comme ça qu'il y a quelques années, les pédiatres, il y avait beaucoup de coliques du nourrisson. Et que, après que finalement les pédiatres se soient beaucoup excités autour de ces coliques, beaucoup prescrits, beaucoup acharnés, 2-3 articles de pédiatres peut-être un peu plus malins avaient montré que c'était essentiellement en lien avec des situations d'anxiété, d'angoisse maternelle en particulier, et d'une certaine manière, l'excitation pédiatrique ayant cessé, le symptôme du bébé s'est arrêté. Et voilà que l'excitation pédiatrique passe de la colique au reflux gastro-œsophagien. Et qu'il y a autour de le reflux gastro-œsophagien une excitation pédiatrique et sociale qui va effectivement complètement bombarder le bébé de préaffects qui risquent effectivement de lui nuire si ce bébé a une vulnérabilité ou si ses parents ont une vulnérabilité qui les dispose à s'imprégner de ces affects d'anxiété et pathogènes. Et donc, je crois que là, vous avez bien... les bébés sont des récepteurs d'émotions et des récepteurs de l'anxiété et de l'excitation. Ils ont un potentiel excitant et ils sont vulnérables à l'excitation. Plus on s'excite sur un symptôme, plus on risque de l'organiser et de le somatopsychiser. Donc ça, c'est un élément extrêmement important, me semble-t-il, auquel vous êtes, je dirais, soumis. Alors derrière ce point-là, vous nous avez bien montré, évidemment, la faim, l'oralité, c'est au cœur des choses. Alors, juste avant peut-être pour revenir, ce qui m'apparaît intéressant, c'est que pour parler du reflux gastro-œsophagien, Madame Boage, vous nous dites c'est une pathologie transitoire et maturative. Qu'est-ce que c'est qu'une pathologie transitoire et maturative? C'est une conduite transitoire et maturative. C'est là où vous êtes vous-même intoxiqué et déformé par l'excitation médiatique. Et je crois que c'est très important parce que les mots, c'est le reflux. Pourquoi vous maintenez que le reflux est crachouillé un peu? Alors après, il y a une échelle donc enfin, voilà. Peut-être je vous laisserai reprendre ça. Mais je crois qu'il y a là quelque chose qui... Les mots, c'est nos formatages psychiques et c'est ce dont on ne peut pas se dégager. Et parfois, ça nous imprime dans une pensée. Le deuxième point qui me paraît important, c'est qu'effectivement, vous avez continué à dire le plaisir de la répression gastrique et de la satiété. Est-ce qu'il y a vraiment chez le bébé, à la lumière de ce que nous a dit l'orateur précédent, est-ce que ce plaisir, il existe, ou est-ce que c'est un pur fantasme de notre part? Est-ce que ce n'est pas un total fantasme, comme s'il fallait que l'outre soit pleine pour qu'elle soit contente? Ce qui amène effectivement à la compréhension, qui est essentielle, qui est effectivement cette phrase totalement habituelle, qu'est l'étayage du plaisir sur la physiologie. Eh bien, moi, je pense que c'est l'étayage de la physiologie sur le plaisir. Et que tant qu'on est dans l'étayage du plaisir sur la physiologie, on est dans la perception antérieure. Alors que je crois que de plus en plus, il faut penser l'étayage de la physiologie sur le plaisir. Ce qui change complètement la perspective. Complètement la perspective. Parce qu'en arrière, on a l'idée d'une outre pleine et contente, alors que je ne pense pas que nous soyons des outres nécessairement contents quand on est plein. Je pense que nous sommes des êtres de relation qui sommes contents quand on est en relation. Et que quand on est dans cet état-là, le corps est silencieux. Et c'est effectivement cette dimension-là qui introduit quelque chose qui va aller ailleurs. Alors je crois qu'il y a là, vous nous l'avez remarquablement dit. Et je pense effectivement, par exemple, quand Marie Thirion nous dit le bébé à la naissance, après avoir longuement regardé sa mère, ce regard profond, intense, a une activité, la renifle, les odeurs, les rythmes, puis effectivement commence à avoir une activité de recherche avec sa bouche, où il recherche comme ça vaguement le sein, mais on a presque autant de sentiment qu'il a autant de plaisir à rechercher qu'à trouver le mamelon. Et là, quand il l'a trouvé, on ne sait même pas s'il tète, mais il est dans ce plaisir relationnel, dans ce plaisir à être avec sa mère. Ce qui veut dire aussi que la mère, je dis la mère métaphoriquement, mais bon, c'est souvent la mère en salle de travail, la mère doit laisser son corps et doit offrir son corps dans un état de
paisible et serein, sans être habité par des angoisses persécutives. Si elle est habitée par des angoisses persécutives, elle risque d'être dans l'identification projective. Car effectivement, tous les bébés sont des bombes émotionnelles, ce que j'ai appelé, moi, la séduction ontologique. C'est-à-dire le bébé, par sa fragilité et sa vulnérabilité, éveille en nous toutes les angoisses de mort et toutes les angoisses non résolues de notre histoire passée. Donc ce bébé séduction ontologique vient percuter les angoisses de la mère et effectivement, elle ne peut plus se laisser aller à cet état paisible et tranquille qui est l'état de rencontre apaisant dans lequel le corps peut devenir silencieux et dans lequel les besoins du corps ne deviennent pas intrusifs. Sinon, effectivement, la mère introduit la tétine ou introduit quelque chose dans la bouche du bébé parce qu'elle a des angoisses et cette introduction devient une identification projective. Ce que je veux dire, c'est que quand la mère est paisible, elle n'est pas dans une identification projective. Et je pense que c'est absolument stupide d'utiliser le même mot identification projective pathologique kleinienne et d'utiliser le mot identification projective normale de Bion. Parce que les deux mêmes mots veulent dire exactement les choses contraires. On n'est non pas dans une identification projective avec la mère normale, on est dans une interprétation attributive identifiante. C'est-à-dire que la mère est dans une identification tout en vivant le même affect qu'elle reconnaît chez son enfant. On n'est pas du tout dans une projection. Et il y a cette espèce de côté paisible qui n'est pas le rythme saccadé que cette mère doit avoir lorsqu'elle prépare le parquet tous les week-ends, angoissée à l'idée de ne pas finir pour s'occuper de son bébé ou de ne pas avoir le temps de finir. Donc elle est dans une pression constante autour de ce bébé. Et ces intrusions-là, très précocement, moi je pense qu'ils forment des traces sensorielles autistiques. Des traces sensorielles autistiques. Qu'est-ce que dit Mme Bouage quand elle le voit à 4 mois? Il a des replis de regard, il a des évitements de regard, il a des réactions de retrait. Il est en train d'entrer et de constituer un spectre relationnel de retrait et un spectre potentiellement autistique. Et je pense qu'effectivement, ces traces d'intrusion dans la sérénité du corps d'un bébé, ce sont des traces autistiques autour desquelles ce que Gold appelle les symbolisations corporelles primaires vont s'ancrer, qui sont des symbolisations corporelles, qui sont des amputations, des marques, des sortes de tatouages qui effectivement empêchent le bébé d'être dans une sérénité corporelle tranquille. Je crois que c'est ce que vous nous avez montré. Voilà. Donc je crois que alors la problématique, c'est que faire. Évidemment que si on dit à la mère, vous êtes déprimée, madame, évidemment qu'on lui projette, on lui fait un service volé et on aggrave son sentiment de culpabilité. Dites tout de suite que c'est de ma faute. Donc effectivement, quand une mère a des défaillances pour, comme le dit Claudia Gold, porter son enfant par la pensée. Claudia Gold, c'est un auteur qui a écrit un livre sur les régulations émotionnelles du bébé et comment le pédiatre peut intervenir pour aider la mère à être dans une régulation émotionnelle du bébé. Et elle montre bien que les mères, quand elles ont des défaillances à porter leur bébé par la pensée, si le médecin lui-même n'est pas capable de porter la mère par la pensée, c'est-à-dire d'apporter à la mère ce que vous lui avez fait, c'est-à-dire une régulation émotionnelle, en lui permettant d'exnoncer toutes ses angoisses, toutes ses craintes, toutes ses morbidités, et en la recevant, en n'étant pas détruit, en ayant la patience de les écouter, sans chercher nécessairement tout de suite à leur donner une interprétation qui est comme autant de projectiles kleiniens qui va lui rentrer dedans, au lieu simplement de les recevoir, évidemment on aggrave le système. Tandis que quand on les recevra, on améliore la capacité de la mère avec ses propres émotions, qui, en miroir, va ensuite améliorer la capacité de cette maman à recevoir les émotions du bébé et à les réguler. Et je crois que votre travail, effectivement, c'est le travail de portage de la mère dans cette régulation émotionnelle. La question qui est sensible et fondamentale, c'est comment passer du somaticien au psy et à quel moment vous nous en avez ébauché une réponse. Évidemment que les médecins somaticiens ne peuvent pas faire tout, mais ils peuvent faire beaucoup. Et il y a des points, effectivement, où ils butent sur des résistances incontournables. Et c'est peut-être à ce moment-là que le psy va venir. Je pense que vous avez eu une merveilleuse exemple de ce travail à la fois de co-pensée, de co-portage, de co-gestion des dysrégulations émotionnelles, et en même temps comment ces dysrégulations émotionnelles à la fois sont dans la tête d'une mère par son histoire passée, le décès d'enfants, mais en même temps sont dans la tête de la société avec des fabrications symptomatiques intrusives qui vont faire des marquages somatiques au niveau du corps. Je vous remercie. Bravo.
Ben moi, je vous remercie beaucoup pour cette discussion qui est très encourageante. Non, juste un détail, j'avais dit pathologie parce que j'avais expliqué qu'il y avait, entre guillemets, un reflux physiologique. Tous les bébés ont des remontées. Et ce qu'on dit un reflux pathologique, c'est quand il régurgite trop souvent que ça lui fait mal et qu'il pleure. Mais c'est une définition complètement subjective. C'est comme les troubles du sommeil de l'enfant. Si les parents s'en plaignent, ça s'appelle un trouble du sommeil. Si l'enfant est tout le temps réveillé et que tout le monde s'en fiche, ça n'est pas pathologique. Donc c'est vrai qu'on est entre l'un et l'autre. Et quand même, un reflux peut donner une œsophagite et cracher du sang. Donc on est entre le physiologique et le pathologique. Alors pour l'outre-pleine, c'est très intéressant ce que vous dites. Est-ce que c'est le silence du corps ou est-ce que c'est un certain plaisir? C'est vrai que quand on voit un bébé s'endormir absolument béat, quasiment comme après un orgasme, on a l'impression, moi j'ai l'impression que c'est quand même un plaisir, mais c'est peut-être le silence des organes, voilà. Et sinon, je suis très très intéressée par tout ce que vous dites sur la société, ce qu'on imprime comme pré-affect et pré-symptômes au bébé, parce qu'on est vraiment là-dedans en pédiatrie en permanence. Hein. Voilà. Bon, alors c'est vrai qu'on speed un max pour parler du reflux, donc je pense que s'il y avait des bébés ici qui nous entendent, mais en même temps, si je me mets à parler de façon très cool et très... Ça va... Bon, je sais pas. Vas-y, mon Sylvain. Bon. Vraiment, c'est passionnant et j'ai l'impression que tout est en place pour que le débat parce que le temps presse encore et toujours et que Chronos mange ses enfants, ses pédopsychiatres et ses psychologues, le débat n'a pas pu avoir lieu après ton intervention hier. Et là, je pense que si on avait du temps, mais on n'en a pas, on pourrait aller de ce côté-là. Et ta proposition, que ce soit l'étayage du physiologique sur le plaisir, je tiens à te dire sans embâche que je la trouve remarquable. Et ce que j'ai essayé de dire, mais que je vais creuser chemin faisant avec Nathalie et avec d'autres avec qui j'ai la chance de dialoguer, c'est que, en effet, si on tient le fil de l'intersubjectivité primaire, c'est-à-dire de ce petit mammifère humain qui est, il faut le dire, comme on le dit maintenant au 3e millénaire avec les généticiens, qui sont devenus entre-temps les meilleurs avocats de l'environnement. Vous avez bien suivi la différence entre les généticiens première génération qui disaient que les Noirs étaient moins intelligents que les Blancs à la naissance, et les généticiens d'aujourd'hui. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses. Bon. Donc, dans une perspective intersubjectiviste primaire, imaginons un petit mammifère humain qui a en lui, de manière génétique, cet appel vers l'autre virtuel. Et il l'a vraiment de manière consubstantielle, de manière épigénétique. Eh bien, si on est dans cette atmosphère-là, je pense que oui, en effet, ta proposition d'une physiologie qui va être dans ce prolongement, dans cette dialectisation avec le plaisir, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que tu mets l'autre virtuel, le plaisir de l'autre virtuel avant. Et ça, je pense que c'est bien, c'est bien qu'on ait pu faire cette boucle entre hier matin et maintenant, parce que je pense très sincèrement que ça va nous donner du grain à moudre pour nos consultations dès mardi matin. Alors, la réplétion maintenant. C'est probablement tout le problème des soignants avec les bébés, c'est-à-dire qu'on est adultomorphe. Donc moi j'ai là, donc tu as dit le gros mot, voilà. Bon, j'ai des progrès à faire encore, mais donc, mais en tout cas, non, mais en tout cas, cette femme a dit le mot clé, c'est-à-dire c'est l'orgasme. Bon, qu'est-ce qui se passe après l'orgasme? Donc il y a une sorte de réplétion. Donc nous on est là dans un méli-mélo, manger, orgasme, et on se dit après il y a quelque chose. Bon, et on est avec le bébé et alors. Je vais venir à projection, mais on lui transmet quelque chose de ça c'est bon pour moi, ton papa et ta maman qui t'ont fabriqué. Voilà. Mais ce que j'aimerais te dire, mais que tu sais déjà depuis belle lurette, c'est que probablement que le bébé qui est une éponge va faire quelque chose de ça. C'est-à-dire que je ne sais pas vraiment quoi te répondre à la question est-ce que le bébé a très précocement un sentiment de plaisir avec la réplétion, mais toujours est-il qu'il débarque dans un aquarium où les poissons papa-maman et nounou et caregivers sont convaincus que ça correspond à quelque chose de cet ordre-là. Simplement, je pense que le bébé a un sentiment de plaisir quand la maman a l'illusion qu'il est dans un état de réplétion et qu'elle est calme et apaisée. Donc c'est l'apaisement illusoirement de réplétion de la mère qui permet au bébé de se sentir bien et rempli après une tétée. Tout
à fait. On est vraiment dans la filière Winnicott avec beaucoup de satisfaction et de plaisir. Bon. Alors maintenant, les identifications projectives. Bon. Toi, t'es un créatif compulsif, donc tu fais des concepts nouveaux et tu es chef d'escadrille. Donc, si tu veux, nous, quand on se pointe, je m'excuse pour Limoges, ils sont champions de France de basket, mais quand on se pointe à Limoges, si on parle de tes derniers concepts, les gens, ils nous regardent, ils se disent, bon, d'accord, vous avez pas lu Marcelli, bon, tu vois. Donc, on parle d'identification projective. C'est-à-dire qu'on prend les gens là où ils sont, et puis on les amène vers l'altitude, vers toi. La paresse intellectuelle. Oui. Bon. Parce que quand le même mot veut dire deux choses différentes, on peut plus penser. Bon, non mais revenons sérieux. Revenons au sérieux. Il y a dans les propositions post-Kleinen de l'identification projective beaucoup plus de subtilité que notre débat pourrait le laisser croire. Et c'est vrai qu'à relire posément, tranquillement, sans agitation anxieuse, vraiment tous les efforts qui ont été faits pour serrer la polarité des identifications projectives pathologiques et normales, entre guillemets, et la zone intermédiaire, parce que c'est là où est le filet que c'est intéressant, il y a vraiment des choses intéressantes. Mais il n'empêche que toi, tu pousses le bouchon un peu plus loin, et je pense que ça vaut la peine de bien entendre ce que tu nous proposes. Une seconde, je pense qu'effectivement tous les auteurs post-kleiniens immédiates se sont frayés dans la pensée de Mélanie Klein, tout en constatant que cette pensée n'était pas complètement opérante dans le développement ordinaire et normal des enfants. Ils ont donc dû faire des torsions à la pensée de Mélanie Klein en reprenant ces mots fétiches pour leur donner un autre sens dans les conditions de la normalité. Mais c'est cette espèce de frayage de la pathologie qui a réalisé une emprise. Le seul qui a échappé, c'est Winnicott, et on sait très bien que Winnicott s'est trouvé justement extérieur à ça. Alors que tous ceux qui se sont trouvés dans la succession de Mélanie Klein ont été dans cette emprise à penser, et ils n'ont pas pu se dégager du modèle de la psychose pour penser autre chose que la psychose, en particulier pour penser les pathologies psychosomatiques ou le développement normal. Bref, et on va pas vous lasser parce que je pense qu'il faut laisser la place à vous et à d'autres, mais nous avons vraiment besoin, pour le nourrissage comme pour beaucoup d'autres choses, de repenser notre conceptualisation à l'aune de la spirale relationnelle interactive. Bref, nous avons besoin, diront les psychanalystes, de la troisième topique. Les développementaux ont d'autres expressions. On a besoin de penser, c'est une terminologie des jeteurs de sorts qui sont très en avance sur ce terrain. Nous avons à penser les relations d'influence. Ah oui, ça c'est... Voilà, les relations d'influence. Bon, et effectivement, nous avons à penser la double flèche, et en tout cas, c'est bien agréable de travailler ça avec toi et avec vous tous. Merci beaucoup de votre attention. Tu leur as cloué, c'est parce que tu as un taxi qui veut partir tout de suite, ou tu as encore une minute? Bon, alors, Catherine... Potel-Baranès veut poser une question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser une question? Oui, là-bas, une autre question, donc d'accord. Et est-ce qu'il y aura une autre question après? 3 questions, on prend. Encore une? Alors. Allez. Bon, malgré mon émotion, je vais essayer de formuler un peu clairement ce que je voulais dire. Non, c'est juste un témoignage. Vous parlez de différents partenaires, c'est-à-dire les psychanalystes, les médecins et les parents. Moi, je suis psychomotricienne et je reçois des bébés d'une pouponnière. Et généralement, ces bébés me sont envoyés parce qu'ils ont des troubles du tonus, donc une régulation tonique absolument en débandade, avec surtout des symptômes d'hypertonie et d'hypotonie, enfin en alternance, et des régurgitations absolument pratiquement tout le temps. Voilà. En plus, avec effectivement soit de la constipation, soit de la diarrhée, enfin toute cette non-cohérence qui fait que le bébé exprime de cette façon-là sa grande détresse. Et il y a donc, je voulais simplement souligner d'autres partenaires
parce que je trouve que c'est important. On me les adresse. Alors, je ne suis pas médecin, mais il est vrai que j'accueille les bébés et que je fais un travail, comme je sais faire en tant que psychomotricienne, avec les maternantes. Je voulais aussi souligner le rôle très important des maternantes de la pouponnière, qui justement ne vont peut-être pas être aussi dramatiques que les parents, puisque généralement, je vous rappelle que les bébés en pouponnière ont des débuts dans la vie absolument épouvantables. Et puis il y a un partenaire intéressant. Alors peut-être que je sais pas, je sais qu'ici on est chez les médecins, mais les ostéopathes font un travail extrêmement intéressant. Au niveau des reflux, justement, et on compte avec eux dans la vie du quotidien. Les parents comptent avec eux, moi je compte avec eux, et je pense que ça a à voir avec tout ce que vous avez souligné de la contenance. Et j'ai parfaitement, et vraiment de façon très... j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, c'est-à-dire prendre en compte la concrétude du symptôme, parce que le corps, là, est quelque chose qui ne peut pas être symbolisé immédiatement par les parents, et je crois qu'il faut vraiment pas le faire, sinon c'est des interprétations sauvages. Et je voulais aussi souligner que la mère est la première interprétante de son bébé, et ça c'est quelque chose de notre travail, que de lui rendre cette capacité d'interprétation de son bébé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, alors moi je vous remercie beaucoup parce que évidemment c'était tout à fait incomplet et vous me le faites remarquer et vous avez raison. On devrait beaucoup plus parler du travail des psychomotriciens. Simplement personnellement, je n'ai pas beaucoup d'opportunités dans l'environnement où je suis, mais j'y pense beaucoup, y compris pour les constipations, etc. Les ostéopathes, j'ai oublié de vous dire que pratiquement tous, mais parce qu'il se trouve qu'il y en a plus près de chez moi, les ostéopathes, ils y vont très souvent et je dis bienvenue à bord et j'en discute avec les mamans. Alors, la maternante, ça m'a intéressé parce que le jeune Aurel, il a été sauvé par sa nourrice quand même. Il a été sauvé par le changement de nourrice. Et je crois qu'il faut qu'on accepte que parfois l'enfant soit mieux avec sa nourrice qu'avec sa mère, qui a continué à bosser quand même un petit peu comme une... Mais en tout cas, je vous remercie de rappeler que quand même le premier intervenant sur le corps, c'est le psychomotricien, bien évidemment, voilà. Entre autres. Oui, je me replace du point de vue pédiatrique. Parce que j'ai plusieurs places pédiatres en libéral et pédiatres aussi dans une consultation de gastro-entérologie, donc je refais un peu ce que fait Nathalie Boige à l'hôpital. Pour dire d'abord quand même, parce que j'ai vu les mots effroi et drame, pour rappeler quand même que beaucoup de bébés régurgitent et qu'il y a beaucoup de parents quand même qui le prennent très bien, sans que ça soit ni un drame ni un effroi, et qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas de surenchère somatique, mais aussi psychologique, parce qu'il y a quand même beaucoup de bébés dont les parents perçoivent qu'ils renvoient en souriant et qu'ils ne le prennent pas comme un drame. Il ne fallait pas non plus aller trop loin dans... La deuxième chose, c'est que, c'est vrai, les spécialistes, et dans chaque domaine, on a quand même effectivement créé cette maladie. Il faut voir quand même toute la débauche d'examens complémentaires qu'on a pu faire en termes de pH-métrie, manométrie, endoscopie, le nombre d'examens inutiles qu'on a pu faire, et c'est quand même nous qui avons aussi mis ça en avant. Or, comme toujours, ensuite, ça se décline vers les médecins généralistes, vers les parents, et ensuite, on dit mais... arrêtez de faire des examens, mais c'est quand même parti au départ de l'hôpital. Et la troisième chose, c'était une remarque sur quand même la place du tube digestif dans les relations précoces entre enfants et mère, puisqu'on parle des dents, on parle du reflux, on parle des coliques, et puis on n'a pas mis le dernier, c'est les selles. Il n'a pas fait caca, donc les parents s'inquiètent quand il n'a pas fait caca ou quand ça remonte en haut. C'est quand même intéressant de voir que le tube digestif, qui est à la jonction entre l'intérieur et l'extérieur, est quand même le support de beaucoup d'inquiétudes parentales. Je peux répondre ? Oui, merci de votre précision sur la courbe de Gauss du test projectif du reflux gastro-œsophagien. C'est-à-dire qu'il y a toutes les tailles et tous les coloris de réponse. Et merci d'avoir dit haut et fort qu'il y a aussi des parents suffisamment bons qui réagissent avec le bavoir, souvent avec l'aide non de l'ordre du détail d'une grand-mère ou d'un grand-père bienveillant
qui hausse les épaules, voilà, enfin, en tout cas, ou d'une puéricultrice, puisqu'on a été effectivement pas suffisamment à souligner l'ensemble des disciplines alliées si chères à la société ici. C'est vrai que beaucoup de puéricultrices vont arriver à désamorcer cela. Et quelquefois, il suffit de le désamorcer avec des névroticos normaux poids moyen très vite à la PMI pour que ça n'aille pas plus loin. Donc merci beaucoup de votre intervention là-dessus. Oui, juste un mot très rapide sur l'effroi. J'ai quand même oublié de vous préciser que tous les bébés que je vois me sont adressés par des pédiatres ou des généralistes parce que justement ça tourne vinaigre. Donc d'où bon. Et deuxièmement, je suis parfaitement d'accord avec votre échelle descendante hôpital, multiples examens, pédiatre de ville, généraliste et bébé finalement. Et je vous ferai remarquer que j'ai choisi avec modestie de vous présenter une situation où je fais quand même une fibroscopie, car 4 fois sur 5 je raconte une histoire où, bien évidemment, je ne fais pas de fibroscopie. Bien, eh écoutez, un détail. Ceux qui ont amené leur assiette la ramènent et la déposent là-bas. Je tenais à le dire avant que tout le monde soit levé parce que plus personne n'écoute après. Donc je vous demande d'emmener vos assiettes pour pas qu'on se fasse engueuler par le doyen et par la faculté. Merci à tous et merci d'abord aux deux orateurs de cette brillante présentation et notre congrès continue.